Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre. On sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce que... Il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Éclipse. Aujourd'hui, je suis en présence de Arthur. Comment ça va, Arthur? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Et comme vous avez pu le lire dans le titre, nous allons parler du film Le mal n'existe pas de Ryosuke Hamaguchi. Takumi et sa fille, Hana, vivent dans le village de Mizubiki, près de Tokyo. Comme leurs aînés avant eux, ils mènent une vie modeste en harmonie avec leur environnement. Le projet de construction d'un camping glamour dans le parc naturel voisin offrant aux citadins une échappatoire tout confort vers la nature va mettre en danger l'équilibre écologique du site et affecter profondément la vie de Takumi et des villageois. Alors, Le mal n'existe pas, c'est pour moi un film un peu différent dans la carrière de Hamaguchi, un peu différent de ses autres films. Mais déjà, sur le principe de départ, il est différent. Donc, c'est la compositrice Eiko Ishibashi, je pense que beaucoup le savent en nous écoutent, mais qui a demandé à Hamaguchi de réaliser des images pour la tournée de son concert. Des images dans la forêt dans laquelle elle habite d'ailleurs elle-même, à côté du village du film. Sauf que Hamaguchi, comme vous le savez, et comme on le sait tous, et c'est pour ça qu'on l'aime, c'est quand même quelqu'un qui est habitué à avoir des scénarios bien écrits, des dialogues complets, avec beaucoup de discussions, beaucoup de dialogues, du coup, je répète un peu, mais en tout cas, à des films écrits de A à Z, sans vraiment de place à une grande improvisation et des moments de silence, ou très peu. Et ici, en fait, il s'est retrouvé un peu en difficulté, vouloir tourner un film uniquement composé d'images, sans scénario écrit au préalable, et il a écrit du coup un scénario, et c'est ce qui va donner Le mal n'existe pas, là où les images de la forêt vont donner Gift, un autre de ses films, qui est présent lors des concerts de Ishibashi. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, Le mal n'existe pas. C'est peut-être pas mon préféré d'Hamaguchi, je préfère Asako ou Drive My Car, mais qui est quand même assez exceptionnel. Parce que c'est une belle fable quand même écologique. Et puis, le voir dans un autre style, dans un autre genre, celui parfois du silence ou de longs travelling sur la forêt avec une très belle musique sonore, donc qui a été composée par Ishibashi également. Ça donne à voir une autre manière de réaliser des films de sa part et de montrer qu'il excelle finalement dans d'autres genres, dans d'autres formes. Et c'est assez plaisant. Le film quand même est par exemple de dialogue, hein. Il y a des longues scènes comme celle où le village rencontre les promoteurs de ce camping glamour, qui est très intéressant. On pourrait y revenir une fois que tu auras donné ton avis. Et puis quand même, je reviendrai dessus aussi, une belle scène dans une voiture où les deux promoteurs se découvrent finalement l'un l'autre et qui donne à voir une mise en scène assez intéressante. On pourrait revenir aussi sur la manière dont Hamaguchi a de filmer les véhicules, en tout cas l'intérieur des véhicules durant tout le film. Je pourrais y revenir plus tard si tu veux donner ton avis, puis ensuite on revient sur des détails. Oui, effectivement, comme toi, c'est un film que j'ai plutôt aimé. Et ce qui est particulier, c'est que, alors moi, de Hamaguchi, j'ai juste vu ses deux précédents, donc ces trois derniers avec Le mal n'existe pas, donc Drive My Car et Contes du hasard et autres fantaisies. Et ça m'a pas particulièrement, c'est drôle parce que ça m'a pas particulièrement marqué le fait que tout ce film, donc Le mal n'existe pas, effectivement, est assez silencieux, un peu contemplatif, qui prend beaucoup son temps avec des plans longs. Alors,
Les plans longs, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement chez Hamaguchi, mais c'est vrai que Hamaguchi, c'est quand même un réalisateur qui est plutôt connu pour ses dialogues, voilà, entre ses personnages, pour raconter des choses. Et là, le fait que ce soit un film assez silencieux, finalement, ça m'a pas tant marqué, et je pense que c'est la preuve que même dans ce domaine-là, il arrive à exceller parce que on s'ennuie pas une seconde. Enfin, personnellement, je me suis pas ennuyé une seconde, je pense que toi non plus. Et le fait de voir la vie de ce camp, enfin je sais pas trop comment expliquer, de ce territoire naturel pendant toute une première partie du film, où l'on voit le personnage de Takumi en train voilà, de faire des choses de personnes qui vivent dans cet environnement-là, c'est-à-dire couper du bois, aller chercher de l'eau, aller manger dans un petit restaurant avec la cuisinière. Bon, c'était elle qui avait besoin de cette eau que Takumi a été chercher. C'est vraiment, on voit vraiment toute la vie de ce village, et tout ça avec quand même très peu de dialogue, puisque Takumi est tout seul quand il réalise ses tâches, donc on est vraiment imprégné dans cette vie, dans ce village, avec cette ambiance sonore. Alors, tu as parlé de la musique qui est très belle, mais je pense aussi à tout simplement le design sonore en fait qui entoure le film, avec ces bruits de la nature, avec toutes ces choses. Design sonore qui est en plus assez particulier, parce qu'il y a toujours, je sais pas trop comment expliquer, il y a vraiment une sensation un peu de bruit étouffé. On a l'impression que le film se passe dans du coton en fait. Alors bon, c'est le fait que tout ce village soit une période. Alors il me semble, on est au printemps, fin de l'hiver, à la période un petit peu du dégel, donc il fait toujours très beau, très soleil, mais il y a encore de la neige. Donc c'est sûr que entendre ces personnages marcher sur de la neige, ça fait des bruits de pas étouffés, ça fait des choses comme ça. Mais il y a vraiment, ça fait vraiment un film très, très cotonneux, très cocooning. Je trouve que c'est un film dont, au moins pendant la première partie, on s'y sent plutôt bien. Et ce que j'aime bien avec Hamaguchi, donc tu en as parlé, quand il y a les deux représentants pour le site de camping Glamour, qui est réduit à glamping, en mot valise. Tout d'un coup, le film change complètement de registre, et là, le film redevient bavard, un peu à la Hamaguchi, du coup. Et c'est très intéressant parce que tout d'un coup, le régime de parole diffère complètement, et on se retrouve avec une assemblée de ces villageois qui questionnent les deux représentants tokyoïtes vis-à-vis de leur projet, parce que leur projet de glamping, non seulement ils vont forcément construire des choses sur ce territoire qui était jusque-là quand même plus ou moins naturel, mais en parallèle, ils vont également prendre de l'eau, ils vont également polluer l'eau ils veulent faire une fosse septique. Les villageois se rendent aussi compte eux-mêmes qu'il y a un problème dans le projet même, parce que le projet est fait pour accueillir, je ne sais plus trop, quelque chose comme 70 personnes, et en fait, leur fosse septique est pour 50 personnes. Et les villageois se disent, mais enfin, il y a incohérence un peu dans votre truc, genre comment ça se fait? Et les mecs lui répondent, oui, mais de toute façon, on remplira jamais le camping en entier. Puis là, tu te dis, mais si tu penses pas le remplir en entier, du coup, pourquoi t'en fais un si grand? Enfin, c'est une assemblée qui est très intéressante. Pour ça, je la rapprocherais d'une autre assemblée qu'on a avec des villageois qui sont pas d'accord sur un sujet. Je sais pas si tu l'as vu, c'est le film RMN de Christian Mungiu, qui lui aussi prend part. Il y a le milieu, on va dire le segment intermédiaire du film, avec une grande assemblée, avec des gens qui débattent, mais c'est tourné complètement différemment. C'est-à-dire que dans RMN, il y a un côté un peu hystérique, avec une montée de la tension, une sorte de crescendo, avec voilà, les tensions qui vont s'exacerber au fil de la discussion, et le tout d'ailleurs en plan fixe et en plan séquence. C'est une grande séquence qui doit, je ne sais plus combien de temps elle dure exactement, peut-être 10 minutes, 15 minutes, je ne me rappelle plus trop. Alors que là, dans Le mal n'existe pas, au contraire, c'est toujours sur le ton, un ton beaucoup plus calme, un ton beaucoup plus posé. Ça reste des gens qui donnent leurs arguments. Quand tu en as un, à un moment donné, qui est un petit peu le plus jeune, qui commence un petit peu à s'échauffer parce qu'il se rend bien compte qu'on les prend quand même un petit peu pour des idiots, il y a tout de suite Takumi derrière qui le calme en lui disant « Non mais t'inquiète pas, on en rediscutera plus tard ». Et les deux représentants tokyoïtes sont, voilà, ils sont très calmes, ils sont dans leur coin, ils disent trop rien, ils utilisent la langue de bois à fond pour essayer de calmer le jeu. Mais bon, c'est justement cette langue de bois d'ailleurs qui énerve un petit peu les habitants. Enfin voilà, pour faire le parallèle, c'est deux manières de montrer une assemblée voilà, sur des sujets dont chaque personnage n'est pas d'accord, que je trouve intéressant. Je vous conseille de regarder RMN d'ailleurs, c'est un film
qui est très bien aussi. Pour finir, et puis après je te repasserai la parole, quelque chose que j'ai beaucoup aimé moi dans Le mal n'existe pas, c'est la manière dont le rapport des personnages nous questionne en fait assez régulièrement. C'est-à-dire qu'au départ, quand les représentants tokyoïdes vont arriver, on va avoir l'impression qu'ils vont être là en haut, qu'ils vont être un petit peu les méchants de l'histoire, qui seront là pour... je dis, bah, c'est les méchants, c'est ceux qui vont polluer, c'est les méchants urbains contre les gentils campagnards. Et en fait, c'est pas vraiment c'est pas même pas du tout sur ça que le film va aller dans sa troisième partie. Où on va se rendre compte justement que ces deux personnages-là, déjà avant de retourner au village pour la deuxième fois, on va se rendre compte que bah, ils aiment pas du tout ce qu'ils font. Dans la fameuse discussion en voiture dont tu as parlé, on se rend compte quand même que eux, en leur fort intérieur, ils croient pas du tout au métier qu'ils sont en train de faire, à la mission qu'ils sont en train de faire. Ils sont pas du tout d'accord avec ça. On sent que c'est un petit peu contre, voilà, contre leurs propres principes moraux, contre leurs propres envies. C'est pas le métier qu'ils ont envie de faire. Et quand ils reviennent au village, il y a même carrément le personnage de Takahashi lui va être, on va dire, il va un petit peu tomber amoureux de cette région et il va voir le mode de vie de Takumi et va avoir envie de faire, en gros, de faire la même chose, de tout quitter, de partir dans ce village pour, voilà, pour vivre une vie un peu plus campagnarde, un peu plus montagnarde d'ailleurs dans ce village. Je vais peut-être repasser la parole, voir si tu veux rajouter quelque chose. Oui, bah, je peux rajouter, oui, en effet, je suis d'accord avec toi. C'est un film qui est clairement pas manichéen, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas. Enfin, tout le monde a comment dire, sa propre volonté, ses propres choix moraux, disons. Et chacun fait un peu comme il le peut, en fait. C'est plutôt ça, ils font tous comme ils peuvent pour vivre la vie qu'ils souhaitent un petit peu. Parce que même le patron, Gambling, celui qu'on voit uniquement à travers une vidéo conférence vers le milieu du film quand ils sont à Tokyo, même lui, il est pas vraiment méchant, il a l'air apeuré, il a pas l'air bien dans sa voiture, on dirait qu'il fait les choses pour essayer de toucher des subventions qui ont d'ailleurs existé, subventions Covid, que pour vraiment faire du mal à la population. En fait, il y a vraiment personne qui est là pour faire du mal. En fait, ils sont tous un peu dépassés par les événements, c'est un peu l'impression que ça donne. Si je peux me permettre, même d'ailleurs, pour ajouter ce que tu dis sur, c'est très intéressant de faire le patron de ce projet, de le faire dans sa voiture comme ça donne vraiment l'impression que le mec, il est entre deux feux, qu'il est obligé de passer d'un sujet à un autre rapidement. Et puis, oh bah tiens, ce sujet de glamping, ah merde, c'est vrai que je dois me renseigner là-dessus. Attends, on va prendre 3 minutes dans ma bagnole. Le mec est constamment. Enfin voilà, on a l'impression, on le voit qu'une fois, il est dans sa bagnole et t'as l'impression que c'est un mec qui vit la vie à 100 à l'heure. Il en a presque rien à cirer de ce truc-là. Quand à la fin, il y a un des personnages qui lui donne une idée, il fait ouais, vous avez raison, faites comme ça. Et puis après, il expédie un petit peu le truc. Et puis, non, parce que j'ai autre chose à faire, j'ai 1000 projets en tête. Rien que le choix, parce que le mec, on le voit une fois, 3 minutes, le choix de l'environnement qui l'entoure est vachement intéressant, je trouve. Ouais, le fait qu'il soit bloqué dans sa voiture à travers une vidéoconférence, comme si il était vraiment ouais, entre deux trains, comme on pourrait dire, entre deux avions pour avoir 10 000 projets. Et ça en fait même pas un méchant, ça fait juste un énième personnage bouffé par un système, par une société de consommation enfin, je veux pas faire mon message de gaucho, mais un peu cette société qui bouffe, en fait, qui avale les gens, un peu comme ce projet va bouffer la forêt et l'environnement. C'est un peu le message du film également. Mais je reviens sur le fait que, comme je suis d'accord avec toi, les deux personnages qui viennent, enfin, les deux promoteurs finalement du projet de gambling, au début, on a l'impression qu'ils sont vraiment totalement dépassés. Puis petit à petit, c'est là où je voulais en venir avec la manière qu'il avait de filmer dans les véhicules. Alors, c'est peut-être une surinterprétation de ma part, mais pendant quasiment tout le film, quand il filme en véhicule, il filme que vers l'arrière. Donc, on voit les rétroviseurs, mais il filme que vers l'arrière. Donc, on voit soit la caméra est dans le coffre, et on voit on voit l'arrière de la voiture qui avance, soit elle est placée au niveau des personnages, soit sur le côté, soit en voyant les personnages de face, et donc en voyant encore une fois le coffre et l'arrière du véhicule. On voit jamais dans quelle direction ils vont. Et le seul moment où on va voir ça, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans la manière de film, c'est quand un peu les masques tombent et qu'on va avoir cette scène où sur un simple message téléphonique, Mayuzumi, elle va voir que son collègue, en fait, est sur Tinder et recherche une relation sérieuse. Et là, en fait, ils vont parler naturellement tous les deux. Là où depuis le début du film, ils sont dans une espèce de posture de promoteur, lui d'un côté, elle de l'autre, elle qui fait la gentille, c'est un peu le gentil et le mauvais flic, lui qui est plus dans l'attaque parfois. Là, d'un coup, ils vont devenir humains et pour le coup, on va les filmer derrière et on va voir la direction dans laquelle ils vont. Et une fois qu'ils sont arrivés chez Takumi, de nouveau, ils refilment vers l'extérieur parce que de nouveau, ils reprennent une sorte de posture, une sorte de costume des promoteurs face à l'homme de la forêt. Je caricature un peu Takumi, mais c'est un peu ça. Et c'est assez intéressant que c'est dans ces moments, c'est là où on voit tout le génie d'Hamaguchi, c'est dans ce petit moment intime, petit moment infime, qu'on va vraiment découvrir ces personnages et qui vont devenir des personnages à part entière du film. Là où on pouvait totalement passer à côté au départ en se disant, ben, en fait, on va plus les revoir. Et ça y est, ils vont partir et c'est fini. Bah non, en fait, ils prennent un rôle principal et on est presque, on s'attache à eux, en fait.
parce que plus qu'à Takumi, finalement, c'est assez intéressant ce renversement du film en plein milieu, qui vient renverser très naturellement la vision qu'on a des personnages. Oui, oui, je suis parfaitement d'accord. D'ailleurs, c'est ce que j'allais dire et tu l'as ajouté à la toute fin. On s'y attache presque plus que pour Takumi et sa fille Anna. Alors sa fille Anna, on va certainement y revenir parce qu'elle a un traitement assez particulier dans le film. Mais effectivement, Mayuzumi et Takahashi sont les seuls personnages, il y en a très peu en fait, en tout et pour tout dans le film, des personnages, on va dire, retraités. Du coup, il doit y en avoir 4, hein, Takumi, Anna, Takahashi et Mayuzumi. Il y a aussi le jeune dont tu parlais tout à l'heure et le maire un petit peu, celui qui récolte les plumes d'oiseaux là, qui sont un peu expliquées. Et puis les 2 qui tiennent le restaurant, mais ouais, c'est vrai que c'est tout. Grosso modo, il y en a 6-7 à tout casser. Et même Et Anna, c'est particulier, on en reparlera après. oui, c'est ça, mais disons que on va dire que ceux qui sont vraiment mis en valeur dans la globalité du film sont ces 4 là, je pense. Enfin, après oui, bon, tu as les autres qui sont aussi un petit peu qui sont aussi importants dans le récit et finalement, en fait, bah, même dans tous ces personnages avec, ceux que tu viens de rajouter, bah, les seuls qui ont réellement on va dire une petite séquence à un moment donné avec une once d'humanité, bah, ce sont les 2 Tokyoïtes justement, qui sont censés un petit peu jouer les méchants de l'histoire, ceux qui viennent polluer la gentille nature, et qui, bah, en fait, s'avèrent être, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure ou comme tu viens de l'ajouter, ça reste des gens normaux avec une vie normale, des gens qui ont leurs problèmes, qui ont leur vie, qui ont leurs déboires amoureux, qui ont des choses comme ça. Alors que Takumi, finalement, et ben, c'est un homme, renfermé du début jusqu'à la fin. C'est un homme qui, oublie sa fille quand même 2 fois 2 fois à l'école, il oublie d'aller la chercher. La seule chose qui va donner, on va dire de l'humanité un petit peu à Takumi, enfin c'est dur ce que je dis quand je dis qu'il a pas d'humanité, mais disons que le seul événement qui n'est même pas réellement traité dans le film, il est juste montré à travers un plan, c'est qu'on devine qu'il est veuf et effectivement, bon voilà, tout de suite, un veuf, une veuve, ça on va dire que ça donne un côté un petit peu humanitaire et ça pourrait en plus expliquer pourquoi Takumi est aussi renfermé sur lui-même. Surtout qu'on ne sait absolument rien de cette femme qui a disparu de sa vie et de celle d'Anna. Mais, mais ouais, Takumi n'est pas forcément traité comme un personnage, empathique, enfin on n'a pas vraiment d'empathie pour lui et Anna non plus et d'ailleurs, je trouve que le seul autre personnage pour qui on a un peu, d'empathie, ça reste, tu l'as cité, cette cuisinière. Parce qu'elle raconte justement à un moment donné son histoire elle aussi elle a vécu en ville, elle était restauratrice. Elle faisait des plats avec une certaine eau et cetera et puis en fait elle a découvert que cette ville ne lui plaisait pas et qu'elle a décidé de passer à autre chose et du coup de déménager dans ce village-là. Donc elle explique en plus que moi je ne suis pas originaire d'ici, je suis quelqu'un qui suis arrivé, mais c'est là que j'ai trouvé ma place. Je veux défendre cette place-là parce que j'y ai trouvé ma place. Et elle raconte que bah, c'est en arrivant là qu'elle a découvert que la cuisine changeait en fonction de l'eau que tu utilises. Enfin, et je pense, après je me rappelle pas de tout, mais je me demande si c'est pas le seul autre personnage dont on raconte un petit peu la vie antérieure au film. Et à côté de ça, Takumi et Anna, c'est encore pire parce que Anna, je pense qu'elle doit peut-être dire une réplique dans tout le film. Elle dit à son père Tu pues. Je crois que c'est à peu près tout. Je sais même pas si elle prononce une autre phrase dans le film. Donc, Si elle parle un peu au maire quand elle lui donne les plumes, elle discute un peu avec lui, mais Anna, c'est plus une ombre qui traverse le film en fait. Moi, je l'ai interprétée comme une espèce de garante presque de la nature qui va être détruite, parce qu'elle s'intéresse même pas finalement à ce projet de gambling. Elle erre dans le film, elle est tout le temps dans la nature, tout le temps dans la forêt. Même il y a un travelling intéressant au début, elle est comme une apparition. Son père la cherche en forêt. T'as un travelling, le décor disparaît, enfin le premier plan prend le pas sur tout le reste, on voit plus le père. Puis quand on sort de ce premier plan, une espèce de monticule de terre, grosso modo avec des feuilles, et ben le père a sa fille sur les épaules. Et en fait, elle a apparu en forêt comme une nymphe un peu. Enfin, je veux pas trop surinterpréter non plus, mais comme si qu'elle était garante de cette forêt, et c'est ce qui rend la fin encore plus intéressante sur le message que veut faire passer le film. On reviendra dessus un peu après, parce que je vais revenir sur autre chose que tu as dit qui est intéressant. C'est que Takumi, en effet, c'est pas qu'on s'y attache pas, c'est qu'il n'a pas de background. En effet, il y a une scène, il y a que 2 scènes où il est vraiment presque humain, disons. Comme tu le disais, hein, pour reprendre ce que tu disais, il y a la scène où en effet, on voit qu'il avait une femme qui est sûrement décédée sur le piano. Et je dirais qu'il y en a une deuxième, c'est son cri tout à la fin du film. Mais du coup, on peut, si tu veux commencer à parler de la fin, on peut, mais il y a ce cri tout à la fin du film qui est assez symptomatique de quelqu'un qui perd quelque chose. Et là, il devient humain, en fait, mais qu'à la fin. Est-ce que tu te souviens de cette toute fin où la dernière scène du film, c'est un contre-plongé sur la forêt, mais de nuit, contrairement au début où c'est de jour dans le film. C'était passé finalement qu'une journée. Et il y a un dernier cri, en fait. Donc la scène de fin, je reviens rapidement.
Takumi et Takahashi vont dans la forêt rechercher Anna, du coup, qui a disparu, et elle se retrouve face à 2 cerfs. Là, Takumi attaque Takahashi, il l'étrangle jusqu'à l'étouffement. Donc il y a comme un côté, peut-être aussi sa colère face à ce projet qui explose d'un coup, enfin, c'est comme ça que j'ai interprété, qui explose d'un coup face à ce pauvre mec qui s'en fiche un peu du projet. Lui, il a des fantasmes, des envies de vivre en forêt, en fait. Et il se retrouve à se faire attaquer comme ça. Et Anna se fait sûrement renverser par le cerf, et le père s'en va avec sa fille dans les bras et finit par hurler, dernière, comment dire, râle d'agonie face à sa fille qui est possiblement décédée, on n'en sait rien à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Anna, que je dirais du coup comme une espèce de garante de cette nature que le film cherche à montrer, comme à vouloir défendre, et ben même elle se retrouve attaquée par cette nature, ce qui prouve que je trouve, face à la destruction de l'environnement que peut provoquer ce type de projet aujourd'hui, en fait, personne n'est à l'abri, c'est surtout nos enfants, les enfants, qui vont souffrir de cette destruction de la nature et qui vont souffrir de cette évolution assez déplorable et catastrophique du climat et de l'environnement depuis une centaine d'années. Et c'est le film le montre assez bien et assez subtilement, en fait. Donc la fin que beaucoup disaient énigmatique, je pense qu'elle touche vraiment à ça, c'est que même Anna, qui est censée connaître cette nature parce qu'elle y passe sa vie, elle rentre de l'école toute seule. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à un moment, elle rentre de l'école et le père fait 5-6 minutes en voiture, donc il parcourt plusieurs kilomètres avant d'être dans la forêt où il la retrouve. C'est-à-dire elle parcourt des grandes distances dans cette forêt, dans cette nature toute seule. Et ben même elle, qui est censée la connaître par cœur, qui est censée être fascinée par cette forêt et l'aimer, et ben elle se fait quand même attaquer par ses cerfs parce que la nature, quand elle est touchée par l'humain, et là c'est représenté par le trou de la balle, et ben elle est imprévisible et elle s'attaque à tout, en fait, sans exception. Enfin, j'interprète un peu la fin du film comme ça. Je trouve que c'est assez intéressant cette vision-là. Et du coup, Takumi développe déjà, il nous montre qu'il peut être en colère parce qu'il s'attaque directement à l'autre, prétexte que s'il bouge, le cerf va attaquer, mais finalement le cerf attaque quand même. Et puis peut-être aussi pour se venger de tout ce qui se passe dans le film sur ce projet de gambling qui finalement ne plaît à personne. Et en même temps, il se découvre une humanité qu'on avait eu du mal à voir avant, surtout envers sa fille. On a l'impression, comme tu l'as dit, qu'il n'en avait pas grand-chose à faire. Il l'oublie 2 fois à l'école, puis elle est là, elle est pas là, c'est pas très grave. Puis à la maison, elle lui dit plusieurs fois: t'es nul papa, parce qu'il s'occupe pas trop d'elle. Et là, d'un coup, il a un râle de tristesse face à possiblement le décès de sa fille, dû au cerf. Et après, encore une fois, un long travelling sur cette nature prise dans la brume, en fait, presque sordide, presque flippante, en fait, de cette nuit, de cette dernière nuit finalement du film, qui ne conclut pas le film, mais qui conclut en tout cas peut-être l'histoire de ces 2 personnages qui disparaissent dans cette forêt. Oui, d'autant que, comme tu dis, ce dernier plan, enfin, c'est pas le dernier plan, mais on va dire cette fin, c'est le seul moment où la forêt est montrée un petit peu comme presque menaçante par rapport au personnage. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, moi, ce que je trouve intéressant sur le personnage de Takumi, c'est donc, comme tu as dit, il est relativement monolithique en fait pendant tout le film, même quand on lui parle, où on a l'impression que plus il en a un petit peu rien à cirer, on a beau lui parler, de dire certaines choses, lui, bon, voilà, il vit sa vie de son côté, etc. Et ce côté, le cri est d'autant plus déchirant à la fin que c'est un petit peu le seul moment où en fait il réagit autrement que son côté un petit peu monolithique où tout lui coule dessus. Et là, c'est le seul moment où effectivement il y a une explosion de sentiments qui finit par apparaître. Moi, après, ce que j'ai trouvé, la fin, honnêtement, je ne l'ai pas réellement interprétée parce que je trouve qu'elle était assez sidérante comme ça en tant que telle. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de débats sur cette fin, ou plutôt beaucoup de questionnements sur cette fin. Moi, je me suis pas trop posé de questions. Ton interprétation, je la trouve très bonne. Par contre, moi, quelque chose qui m'a intéressé par rapport à ce que tu as dit, c'est le fait que le film, pour moi, il fait pas forcément non plus uniquement la critique des projets comme ce glamping, on va dire un projet très, très urbain qui est un petit peu invasif sur ce village plus naturel, mais aussi le fait que Takumi, il est quand même représenté comme, enfin, pareil, c'est une interprétation que je fais, mais il est représenté aussi comme un destructeur de cette forêt. C'est-à-dire que l'un dans l'autre, le mec, il arrive déjà, les premières choses qu'on voit, c'est il est en train de couper du bois. Un des premiers sons qu'on entend quand même dans cette forêt, c'est une tronçonneuse. C'est un des sons quand même les plus, peut-être les plus agressifs qu'on peut entendre dans une forêt. Takumi, il est là pour couper des arbres, couper du bois, récupérer de l'eau. C'est-à-dire que c'est toujours quelqu'un en fait qui prélève quelque chose de la nature. Il y a aucun moment Takumi ne donne réellement la sensation d'appartenir à cette nature, de faire qu'un avec elle. Au contraire, ça reste un personnage. Les rares fois où on le voit faire quelque chose dans le film, autre que conduire une voiture ou aller manger au restaurant,
quand il est dans cette forêt, c'est il prélève quelque chose. Il prélève du bois, il prélève de l'eau. Alors je dis pas que c'est forcément anti-écologique, hein. Encore que couper du bois à la tronçonneuse, je suis pas sûr que ça soit le truc le plus écologique du monde. Prélever de l'eau, ça veut dire boire de l'eau, tous les animaux le font, il y a rien de particulièrement. Mais je trouve ça intéressant de montrer que c'est pas un personnage qui est là, entouré de feuillage, un petit peu complètement halluciné, qui vit sans rien avec des peaux de bêtes sur lui, dans la nature, entre 3 feuilles. Non, ça reste un personnage qui s'est installé là et qui, l'un dans l'autre, lui aussi, a un petit peu modifié cette nature. Parce que encore une fois, voilà, tu construis un village, tu construis des maisons, tu coupes du bois, bah, tu modifies l'environnement dans lequel tu vis. Et je ne sais pas si c'est volontaire de la part d'Hamaguchi, je pense que oui, mais l'un dans l'autre, les habitants de ce village-là ont fait ce qu'ils reprochent aussi de glamping derrière. C'est-à-dire qu'ils sont venus et ils ont modifié cet environnement. Oui, non, mais ce qui est intéressant sur ce que tu dis, c'est qu'à un moment, il le dit pendant c'est la réunion où il voit les deux promoteurs. C'est Takumi qui a le discours finalement le plus sincère en disant que lui, il est fils de gens qui sont arrivés là, qui ont été mis là après la guerre, qui ont exploité considérablement la région d'un point de vue agricole et qui ont partie détruire l'environnement, mais qu'aujourd'hui, cet environnement-là repose sur un espèce d'équilibre entre du coup l'exploitation d'un petit peu de bois, parce que finalement, le bois qui coule, c'est surtout pour lui, pour se chauffer, donc ça semble relativement naturel. Pareil pour l'eau, comme tu le dis, les animaux boivent de l'eau, consommer des choses de la nature. Mais il dit qu'en fait, le problème du gambling, c'est que ça va venir détruire l'équilibre qu'il y a actuellement dans ce village et ses alentours et dans cette nature, cette espèce d'équilibre. En fait, le gambling va venir le détruire. Et l'équilibre, il est très léger, très tenu finalement. Et ça rejoint aussi encore une fois la scène de fin. C'est le personnage de Tokyo qui va amener possiblement au problème avec le cerf, qui va l'activer, qui va faire que le cerf s'attaque à la fille. Voilà, ça joue à des détails, que l'harmonie naturelle, il est très léger. Il est rapidement destructible, on peut rapidement le détruire. Et Takumi, en fait, il l'explique très bien. Il explique que c'est vraiment le gambling, c'est ce qui va faire tout passer du mauvais côté, même si lui, en effet, exploite un peu la région. Et elle a été longtemps exploitée. Mais oui, en effet, c'est une harmonie légère, très, très, très faible pour maintenir cette nature la plus belle qu'elle peut être et la plus naturelle qu'elle peut être. Et l'exploitation que lui en fait, en effet, c'est toujours récupérer du bois ou de l'eau, mais il le fait tout en respectant cette harmonie. Ce qui n'est pas le cas du gambling qui arrive. Alors, depuis tout à l'heure, tu dis gambling, gambling, Oui, je crois que c'est gambling. du clamping. Glamping, ouais. Ouais, non, mais c'est parce que je suis dyslexique. Non, le gambling, c'est, je me demande, ça veut pas dire des jeux d'argent Ah oui, c'est des jeux d'argent. des jeux d'argent en anglais. Donc, Ouais, pardon. Ouais, bah c'est pas grave, ce sera ridicule, mais non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est vrai que le glamping, c'est un projet qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus invasif et beaucoup plus destructeur pour tout l'écosystème de cette forêt que, que ce que peut faire n'importe quel autre habitant de ce village qui est là avant. Et d'ailleurs, et tu l'as dit, et c'est quelque chose d'intéressant, le fait que les habitants de ce village ne sont pas une espèce de tribu autochtone ancestrale qui est là depuis, en fait, depuis toujours. C'est-à-dire depuis toujours, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais depuis la nuit des temps. Eux, c'est des mecs qui sont là depuis très peu de temps. Quand il dit je suis là depuis la guerre, bon bah voilà, on va dire sa famille, ça fait 100 ans qu'elle est là. C'est pas non plus colossal. C'est des gens qui se débrouillent, des gens qui vivent dans un bel environnement, des gens qui essayent de le protéger. Et d'ailleurs, c'est assez drôle que le film commence là-dessus en fait. Enfin, non, d'ailleurs, il commence pas là-dessus plutôt. Il finit par dériver là-dessus. Au fil du temps, on se rend, voilà, l'enjeu du film, ça va être ça. Et cet enjeu du film, bah, il disparaît complètement une fois que les deux Tokyoïtes, donc Mazuyumi et Takahashi, vont voir, voilà, ils vont discuter de leur première réunion avec leur patron, leur fameux patron qui est dans la voiture là. Et en fait, en discutant avec lui, après ça, donc ils reviennent dans le village. Et une fois revenus dans le village, en fait, ce projet, ça devient presque ça devient un non-sujet. C'est-à-dire que tout simplement, Hamaguchi ne le traite, enfin de mémoire, ne le traite plus du tout. C'est un non-sujet. Le sujet, c'est revenir, on va dire, réitérer les motifs qu'on a vus dans toute la première partie du film, parce que le film, il est, on va dire, coupé en 3 parties. C'est assez évident quand on le voit. Et cette 3e partie, c'est vraiment refaire tout ce qu'a fait Takumi, pardon, dans la première partie, mais cette fois accompagné de Takahashi et de Mayuzumi. Et c'est d'ailleurs vachement intéressant de voir, par exemple, les différences de motifs qu'il peut y avoir entre la première et la 3e partie. Il y a notamment, on revoit 2 fois une scène où les personnages coupent du bois. Donc Takumi, vraiment, quand il coupe du bois, c'est propre, c'est net. Enfin, voilà, je veux dire, on a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Il a certainement fait ça toute sa vie. C'est une manière de montrer que voilà, c'est quelqu'un qui est expert dans ce domaine-là. Et quand Takahashi
Il lui demande s'il peut couper du bois. Takumi il dit ouais, vas-y, fais donc. Et le mec prend une hache et il n'y arrive pas du tout. C'est-à-dire qu'il est complètement manchot, il est complètement, il est obligé de s'y reprendre. Enfin, il dit il n'y arrive pas du tout. Si, il finit par couper la bûche, mais en plus il la coupe vachement mal. Il est obligé de s'y reprendre à 4 fois. Enfin, d'ailleurs, il n'y a aucun personnage qui réagit, mais moi personnellement, j'ai trouvé ça assez gênant de le voir rater comme ça et devoir recommencer plusieurs fois. Et c'est, voilà, c'est la troisième partie va réactiver un petit peu les motifs de la première. On va tout retrouver, hein, c'est-à-dire que on va avoir le moment où donc on coupe du bois, le moment où on récupère de l'eau. D'ailleurs, c'est pendant cette scène-là qu'on se rend compte que les bidons d'eau que Takumi remplit sont hyper lourds parce que bah, la Mayuzumi, elle galère à remonter le bidon d'eau et c'est un des deux hommes, je sais plus lequel, qui lui dit bah vas-y laisse ça là, on va les remonter nous-mêmes, te prends pas la tête. Et en fait cette troisième partie sert à montrer à quel point la vie de Takumi n'est pas si facile que ça, alors que quand on le voit faire dans la première partie, on a l'impression voilà, vu que c'est toute sa vie, on a l'impression que le mec il fait ça avec une aisance et que c'est d'une facilité déconcertante, alors que non, il suffit de lâcher deux urbains dans une forêt pour se rendre compte que ce que font les gens dans cette forêt, c'est d'une difficulté absolue, quoi. Après, les motifs qui se répètent plus tard, c'est un peu différent. On va encore revoir Takumi qui perd Anna, sauf que cette fois, enfin, qui oublie Anna à l'école, sauf que cette fois, Anna, il va la retrouver dans un état différent, comme tu as parlé. Donc après, ça va entraîner toute la scène de fin. Mais c'est assez drôle comme ce projet de glamping. On a l'impression que ça va devenir l'enjeu, puis en fait, ça devient pas du tout l'enjeu. J'ai trouvé Oui, ça marrant. ça en parle plus du tout en fait. À partir du moment où il y a eu la scène en voiture où on les a vus un peu plus humains, les deux promoteurs, on parle plus du tout du glamping. Je vais y arriver du coup. Et avec les jeux d'argent. Donc on voit plus du tout, on n'en parle plus du tout de ce projet. C'est juste du coup l'un des deux qui veut vivre dans la nature. Ils vont au restaurant, puis ensuite il y a la recherche de Anna. Et en fait, c'est ça que je dis qu'il n'y a pas vraiment de conclusion à son film. Alors je sais pas si ça peut être vu comme un défaut ou une qualité, hein, mais il n'y a pas vraiment de conclusion à son film dans le sens où le projet de base qui fait toute la première partie disparaît. Ensuite, on découvre du coup des personnages plus humains, on découvre les personnages plus dans les détails de leur vie, etc. Et on revient à ces problèmes environnementaux, mais de manière beaucoup plus finalement concrète que ce projet qui, ça se trouve, n'aura jamais lieu, en fait, n'existera pas. Bah, soit n'aura jamais lieu, soit aura lieu, parce que, bah, comme tu dis, le film ne donne absolument aucun indice là-dessus. Alors après, le fait parce que tu parles quand même de Takumi qui récupère Anna, qui est, c'est vrai, dans un sale état. Ce que tu as oublié de dire, c'est aussi que Takumi agresse Takahashi, d'un des deux promoteurs de ce glamping. Bon, et puis il l'agresse assez violemment, c'est-à-dire que Takahashi se relève puis retombe. On a quand même un petit peu l'impression qu'il est en train de mourir. Donc, bon, c'est vrai que normalement, quand un de tes promoteurs qui meurt sur un chantier, bon, je vais dire que ça va arrêter le chantier. Non, en fait, non, ça arrête rien du tout. Mais bon, ça pourrait, disons que ça pourrait quand même les freiner. Et c'est vrai que cette fin assez énigmatique, ça laisse le tout un petit peu en suspens. Ouais, certains pourraient trouver que c'est un défaut. Moi, après, c'est vrai que j'ai pas eu particulièrement la sensation d'un film inachevé non plus. Pour moi, on est arrivé au bout de cette histoire parce que, bah, du coup, Le mal n'existe pas n'est pas une histoire sur le glamping, mais sur ces 4 personnages qu'on a vu suivis depuis le départ et encore 4. Du coup, Mayuzumi disparaît plus ou moins de l'histoire parce qu'elle va se mettre aux recherches avec tous les autres personnages. Mais bon, une fois lancée la séquence finale, elle n'est pas présente. Donc voilà, cette séquence finale, c'est littéralement la fille qui se fait attaquer ou je ne sais plus trop quoi par un cerf, donc Anna. Takumi qui vient la prendre dans ses bras et qui a agressé Takahashi, qui est certainement mort. Donc voilà, et cette séquence-là se termine. Ces 3 personnages-là, on va dire, sont arrivés au bout de leur chemin, certainement. Parce qu'en plus, à la fin, il me semble, si je dis pas de bêtises, Takumi porte Anna dans les bras, pardon, et soit ils se dirigent vers la forêt et ils finissent par disparaître simplement parce qu'ils sont dans l'horizon, où il y a une espèce de comme un fondu enchaîné où ils font qu'ils disparaissent. Je ne me rappelle plus exactement ce qui se passe, mais en gros, ils disparaissent dans l'horizon de la forêt, comme si, comme tu disais tout à l'heure, c'était un petit peu comme des esprits de la forêt, des garants qui finissent par ne faire qu'un avec elle. Oui, si j'avais parlé de l'agression parce que je l'avais vu comme une espèce de moment où Takumi explose face à ce projet. C'est peut-être le seul moment où l'idée du projet reviendrait pour moi. C'est quand il s'attaque à lui. Il faut se demander pourquoi il l'attaque finalement. Est-ce que c'est parce qu'il a peur que le cerf bouge? Mais finalement, il fait presque autant de bruit et de mouvement en l'attaquant. Mais peut-être parce que face à l'horreur de sa fille qui se fait attaquer, il s'en prend à ce qu'il y a près de lui et il s'en prend du coup à l'ensemble du projet dont on parle depuis le début du film et qui avait un petit peu disparu. Donc j'en avais quand même un peu parlé, mais oui, il n'est pas forcément mort, mais il est quand même en sale état. Mais tu revenais sur le titre, Le mal n'existe pas. Pour conclure, je vais prendre ces lettres de noblesse à César, mais
c'est pas mon idée pour le coup, mais il y avait une très bonne conclusion d'un paragraphe de l'article de Marin Gérard sur Critica, donc sur Le mal n'existe pas, qui dit que le titre Le mal n'existe pas. Donc si le mal n'existe pas, c'est qu'il y a des individus qui pensent faire le bien. Et c'est vrai que quand je l'ai lu, ça fait sens dans le film, que tous en fait ont l'impression de faire ce qu'il faut, même le promoteur dans sa voiture, il a l'impression de faire ce qu'il faut pour lui, ce qui semble bien pour lui, et c'est pour ça que je pense que le titre en est là. Et je trouve que c'était une assez belle interprétation de ce titre et de ce film.